Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Donc on va essayer de continuer sur ce qu'on a eu la dernière fois. On a commencé à traiter le 3e chapitre qui porte sur les politiques commerciales. Un chapitre assez important. Ce chapitre comporte 5 points importants. On avait vu les différents types de protectionnisme. On a distingué, si vous vous rappelez, entre le protectionnisme tarifaire, si vous voulez, ou les politiques commerciales tarifaires et les politiques commerciales non tarifaires, ou ce qu'on appelle les mesures non tarifaires. Avant cela, on avait rappelé, si vous voulez, les principes des systèmes commerciaux multilatéraux, parce que toutes les politiques commerciales, normalement et théoriquement, doivent respecter, si vous voulez, ou doivent s'inscrire dans ce système commercial multilatéral où on a ces principes fondamentaux. Je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Donc les différents types de protectionnisme, juste un rappel très vite. On avait dit il y a les barrières tarifaires et les mesures, les barrières non tarifaires. Les mesures tarifaires, c'est des droits de douane et qu'on a distingué entre deux. Il y a le droit de douane NPF qui est appliqué à l'ensemble des pays membres de l'OMC. Et ce NPF, on peut retrouver un droit préférentiel qui est appliqué dans des zones de libre-échange ou ce qu'on appelle des ACR. Et puis, il y a ce droit NPF, il y a le droit consolidé. Le droit consolidé, si vous voulez, c'est le droit que chaque pays membre doit notifier à l'OMC et c'est un droit plafond que le pays doit respecter, ne doit pas dépasser. Donc vous avez ce qui est appliqué sur le NPF, vous avez le consolidé, c'est le taux, si vous voulez, où le pays déclare à ne pas dépasser. Et la marge entre le droit appliqué et le droit consolidé, c'est-à-dire le NPF et le consolidé, pourrait un petit peu nous donner une idée sur l'ampleur et la latitude d'un pays pour faire des protectionnismes. Et puis les mesures non tarifaires, j'avais, si vous voulez, distingué 3 types de mesures non tarifaires. Des fois on peut parler de barrières. Et il y a une différence. Les mesures, parce que normalement elles sont légitimes en quelque sorte, les barrières ne sont pas légitimes, ne respectent pas, si vous voulez, les règles de l'OMC. Et on avait distingué cela en différents types selon, si vous voulez, l'objectif derrière par la mise en place de ce type des mesures. On a qualifié des mesures qui sont l'objectif premier, si vous voulez, c'est la restriction du commerce. Je donne un exemple, je ne vais pas revenir sur toute la séance, c'est par exemple les quotas. Les quotas, ça limite directement le commerce. Et puis vous avez les objectifs, si vous voulez, la mise en place de ces politiques commerciales où l'objectif, ce n'est pas justement la restriction du commerce, mais pour autre chose. Généralement là, on trouve énormément de mesures. Et on peut parler par exemple des mesures ou des règles relatives à la sécurité. Et puis à la santé, ou ce qu'on appelle SPS, c'est sanitaire et phytosanitaire, et puis des obstacles relatifs techniques au commerce aussi, qui peuvent constituer des restrictions au commerce, alors que l'objectif normalement c'est la protection, ou c'est par précaution en quelque sorte. Et puis 3e catégorie, en quelque sorte, tout ce qui pourrait augmenter les prix à l'import, tout ce qui augmenterait le prix des importations, pourrait en quelque sorte réduire, si vous voulez, le montant, le volume des importations, lorsqu'on parle de biens qui sont substituables en quelque sorte. Puis, 2e point, on a parlé des mesures de protectionnisme. La mesure, c'est-à-dire, dans ce point, c'est tout simplement pour dire, si on a envie de comparer 2 pays en termes de protectionnisme, lequel est le plus protectionniste. On a utilisé, lorsqu'on parle de droit de douane, on utilise un droit de douane moyen.
tout simplement, c'est plus visible en quelque sorte et plus clair, plus simple de comparer les pays. Mais même là, on a montré aussi qu'il y a des limites, parce qu'il y a des problèmes de pondération, il y a des problèmes aussi liés aux statistiques, la disponibilité de statistiques pour l'ensemble des lignes tarifaires. Et puis, donc c'est à ce niveau-là, il ne restait la partie concernant les barrières non tarifaires ou les mesures non tarifaires, comment on pourrait les mesurer ou plutôt les comparer. Toujours, juste pour rappel, toujours au niveau des tarifs douaniers, pardon si vous le permettez, c'est que au niveau, au-delà de la question de comparer un droit moyen, les économistes ils utilisaient deux moyens indirects. C'est on essaie de comparer, si vous voulez, les prix entre le prix local sur le marché domestique et le prix à l'international. Donc s'il y a une différence très importante lorsqu'on enlève les coûts de transport et les coûts en quelque sorte liés à une marge qui est raisonnable, le reste on pourrait facilement en parler d'un droit, si vous voulez, équivalent d'un droit tarifaire ou plutôt de protectionnisme. Et puis deuxième chose, c'est le volume des échanges, le niveau des commerces. Si un pays normalement, on peut se dire qu'il est plus protectionniste lorsqu'il a un taux d'ouverture plus faible. Mais il y a des limites à cela, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent être relatives au modèle gravitationnel. Il y a des choses qui pourraient limiter le commerce au-delà de ça. Donc voilà en gros ce qu'on avait vu. Je vais aller maintenant aux mesures, si vous voulez, ou des barrières non tarifaires. Il y a deux éléments très simples. C'est les indicateurs de fréquence. En fait, on regarde le nombre de produits concernés par les mesures non tarifaires. Donc ça, on le trouve dans la base de données Trans. Bien sûr, et dans les bases de données aussi de l'OMC. Et on regarde pour chaque produit, tel pays, qu'est-ce qu'elle pratique comme mesure. Tel produit, il est touché par un nombre de mesures non tarifaires. Sinon, c'est l'indice de couverture, si vous voulez, et ça nous donne une idée sur la part des importations du pays concerné par chaque type de barrières ou de mesures non tarifaires. Voilà un moyen assez simple de mesurer, mais il y a des limites bien sûr à tout cela. Il y a une dernière chose concernant l'évaluation, c'est ce qu'on appelle la protection effective. C'est très important ce point. Le taux de protection effective, c'est en fait ça nous donne une idée, lorsqu'on applique un droit de douane à l'import, il faut qu'on fasse attention, est-ce que c'est un droit de douane qui porte sur le produit final ou plutôt un droit de douane qui va porter sur les intrants, sur la consommation intermédiaire. Taxer, si vous voulez, ou élever un droit de douane sur le produit final, ça protège l'économie nationale, le secteur national. Par contre, lorsqu'on met un droit de douane sur la consommation intermédiaire, soit au contraire, ça pourrait augmenter la consommation intermédiaire et baisser ou plutôt réduire la valeur ajoutée des entreprises dans le secteur. Et ça sera moins, on protège moins, au contraire. Donc c'est en défaveur du secteur, plutôt de la branche d'activité au niveau domestique. Un exemple très simple, prenons ici la situation de libre-échange, lorsqu'une valeur d'une automobile, par exemple en milliers, est de l'ordre de 500, la valeur totale, que soit, donc on pourrait importer à 500 et on pourrait produire avec une valeur ajoutée de 200 et un coût unitaire, plutôt les coûts unitaires des inputs est de 300. Donc on a une valeur ajoutée de 500 moins 300 égale 200. Si on met un droit de douane, si vous voulez, de 10% sur l'automobile elle-même, donc il revient à 550. 500 fois 10%, ça revient à 550. Donc ça fait augmenter la valeur ajoutée en quelque sorte en faveur de l'entreprise locale. Et donc on favorise le produit local. L'entreprise locale elle a plus de marge de manœuvre en termes de compétitivité par rapport à l'étranger. Par contre, si on met un droit de douane, regardez ici, que de l'ordre de 5% sur les inputs, et donc vous avez le coût des intrants augmente, et donc ça réduit, ça nuise en quelque sorte la valeur ajoutée des entreprises locales. Ici, j'ai le calcul de la protection effective. On compare la valeur ajoutée après et avant l'instauration d'un droit de douane, que ce soit bien sûr sur le produit final ou que ce soit sur le produit sur les inputs ou une combinaison des deux d'ailleurs. Donc c'est la valeur ajoutée après l'imposition moins la valeur ajoutée initiale sur la valeur ajoutée initiale. Un exemple ici qui reprend cela, si on met un droit de douane de 10% sur le produit final,
final. Donc le produit revient à 550. Donc la valeur ajoutée prime devient 250. Et donc la protection effective, c'est 250 moins 200 sur 200 égale 25%. Alors qu'on a mis que des pourcents, mais la protection effective est de l'ordre de 25%. Si on rajoute 5% sur les inputs, ça l'évite. Ça baisse en fait. Ça descend à 17,5%. Donc la protection effective est différente du droit de douane ad valorem, ce qu'on impose au niveau d'un produit final. Maintenant, je vais passer aux arguments en faveur de la protection. Qu'est-ce qui amène un pays à pratiquer de la protection? Il y a différents arguments. Je parle ici des arguments traditionnels qu'on va retrouver un petit peu partout dans les ouvrages. La protection peut améliorer la position d'un pays parce que c'est en pratique ce qu'il y a, si vous voulez, une argumentation, si vous voulez, il y a une cause, ou plutôt ça pourrait apporter quelque chose à l'économie, au secteur concerné. Et puis vous avez autre chose, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle l'économie politique de la protection. Il y a les travaux de Baldwin qui sont très intéressants dans ce sens, où vous avez des demandeurs et des offreurs de la protection. L'État et les autorités, si vous voulez, les pouvoirs publics, mais en même temps les demandeurs qui peuvent être des entreprises, des salariés ou autres, ou des consommateurs d'ailleurs. Donc je distingue ici entre les motifs internationaux et les motifs internes. Il y a des choses qui de l'ordre de l'externe qui peuvent imposer, ou plutôt amener un pays à pratiquer des politiques commerciales, et des choses au niveau interne de l'économie. Très vite, sur les motifs internationaux, il y en a 3 ou 4 très importants. Le premier, c'est l'argument des termes de l'échange. Et là, ça ne peut être intéressant, si vous voulez, que dans le cadre d'un grand pays. Pourquoi la distinction entre grand pays et petit pays est importante? Pour une raison très simple, c'est qu'un grand pays, lorsqu'il limite les importations, il peut influencer le prix mondial. Et donc il peut importer moins cher, il peut continuer à importer moins cher, bien sûr, des quantités moins importantes, mais il peut influencer le prix, et donc ça pourrait équilibrer un petit peu, ou plutôt améliorer les termes de l'échange. Deuxième argument assez important, c'est l'argument de la balance commerciale. Un tarif augmente les prix des importations, des produits importés, et doit en principe limiter les importations. Donc et là l'importance aussi de l'élasticité prix, il faut que ça aide. Pour les produits, on est obligé de les importer malgré tout. Je prends l'exemple du pétrole ou d'un certain nombre de médicaments qui sont importants pour certains patients. Donc c'est malgré que le prix augmente, on serait amené quand même à importer des quantités aussi importantes. Donc là, ça s'applique le quand on a des élasticités qui peuvent être plutôt des demandes élastiques en quelque sorte. Donc la mise en place d'une politique commerciale protectionniste peut limiter les importations et ramener, si vous voulez, la balance commerciale vers l'équilibre. Entre parenthèses, je voudrais dire une chose, c'est que normalement une politique commerciale n'est pas faite pour la restriction ou plutôt pour la balance commerciale. Ça peut aider sur le court terme ou sur le moyen terme, mais il est là normalement pour rediriger, si vous voulez, la spécialisation des pays pour les secteurs les plus importants. Mais ça quand même, ça reste un point assez important. La politique de change, bien sûr, joue aussi dans le même sens, qui sera la deuxième partie de ce cours. L'argument de représailles, il y a certains pays qui appliquent des politiques commerciales rien que pour répondre à d'autres politiques commerciales restrictives qui sont appliquées par d'autres pays ou à travers des mesures de rétorsion. Il y a l'argument de l'indépendance vis-à-vis de l'étranger. Il y a beaucoup de pays qui ont appliqué ça dans le passé. Par mesure d'être en quelque sorte indépendante vis-à-vis de l'industrie étrangère, d'être autonome en quelque sorte. Et je crois que les événements actuels qu'on est en train de passer nous ramènent un petit peu à cette idée qui était dans les années 80-70, mais était très ancienne aussi aux États-Unis, sur le pétrole, sur les produits par exemple informatiques par rapport au Brésil. Donc le pays, il avait envie justement d'être autonome et indépendante. Aujourd'hui, ça se pose la question, une fois qu'il y a un problème au niveau de la logistique, au niveau international, l'approvisionnement, donc on voit ça perturbe en quelque sorte le système de production à l'échelle mondiale. Et peut-être ça va reposer encore la question de l'indépendance et plutôt de l'autonomie par rapport à un certain nombre de produits. Chose qui était déclenchée déjà depuis quelques années.
sur le débat un petit peu ancien, mais qui revient toujours et qui est toujours d'actualité entre la mondialisation ou la démondialisation. Et l'argument de la défense nationale, qui est toujours dans le cadre des motifs internationaux, certains pays ils continuent à mettre des restrictions sur un ensemble de produits de haute technologie, par exemple. Et ça, c'est des côtés export. Pour les motifs internes, il y en a énormément. Le motif le plus connu, j'allais dire, le plus partagé, c'est les arguments liés à l'âge de l'industrie. Ce qu'on appelle le protectionnisme éducateur de Frédéric List. Donc l'argument de l'industrie naissante, lorsqu'on a une industrie qu'on compte, on pourrait avoir un avantage comparatif dans cette industrie, et il est normalement beaucoup plus judiciable de mettre en place des politiques commerciales qui peuvent protéger ce secteur-là pour gagner en termes de rendement d'échelle plus tard et puis de s'ouvrir. L'idée, ce n'est pas de protéger que pour protéger, mais normalement protéger tout de suite pour s'ouvrir plus tard. Se pose bien sûr la question, même dans la politique commerciale, mais quelle politique commerciale la plus adaptée? Là, c'est un autre point assez important dans ce domaine. L'argument de l'industrie naissante, c'est un petit peu dans la même logique, mais là, c'est pour les industries qui perdent un petit peu pied, qui sont très anciennes, mais commencent à être moins en moins efficaces ou compétitifs. Et là, l'État pourrait utiliser ses moyens de politique commerciale pour remettre un petit peu sur les rails ce genre d'industrie. Je cite ici l'exemple des États-Unis toujours, avec les producteurs d'acier en 2003-2004. Autre argument, il y a bien sûr énormément, je reviendrai sur les plus importantes, au-delà de cette liée à l'industrie. Il y a l'argument de revenus, très simple. Il y a certains pays, c'est plutôt valable pour les pays en développement ou les pays moins avancés. Le droit de douane, c'est une ressource en quelque sorte financière, c'est des recettes pour l'État. Et donc la mise en place peut être en quelque sorte l'idée de protectionnisme, plutôt de mettre en place un tarif pour avoir aussi du revenu. L'argument de la distribution des revenus, je crois ça c'est un point assez essentiel et qui est aussi théorique. On pourrait mobiliser la théorie HES pour comprendre en quelque sorte pourquoi la mise en place d'une politique commerciale, d'un droit de douane par exemple sur un secteur, ou plutôt pourrait être un moyen en faveur de la redistribution des revenus. Qu'est-ce que nous dit la théorie HES? Je vais faire un petit rappel très vite, mais c'est pas l'idée ici, mais à travers le théorème de Stolper-Samuelson. L'ouverture, si vous voulez, à travers les dotations factorielles, l'ouverture permet aux facteurs abondants dans le pays qui s'ouvrent de gagner en termes de rémunération et malheureusement aux facteurs rares de perdre en quelque sorte. Et donc le facteur qui perd, imaginons le travail, les salariés vont demander beaucoup plus de protection. Donc le protectionnisme, si vous voulez, ou la mise en place d'un droit de douane peut être un moyen de redistribuer le revenu pour protéger le facteur A. Comme la même chose pour le modèle de facteurs spécifiques. Donc la protection aussi pourrait améliorer, si vous voulez, protéger le facteur spécifique. Un autre argument aussi qui a suscité beaucoup de débats, du débat houleux, et ça revient souvent devant la scène, c'est l'argument de l'emploi. Quelque chose qui était développé plus ou moins dans les années 70, surtout aux États-Unis, c'est que le commerce avec les pays en développement ou les pays à bas salaire constitue, si vous voulez, je pourrais dire une menace ou plutôt une concurrence déloyale par rapport aux entreprises dans ces pays avancés. Pour une raison très simple, parce que ces pays-là pratiquent ce qu'on appelle le dumping social. Les conditions de travail ne sont pas respectées, et donc là, les entreprises des pays avancés se retrouvent en concurrence déloyale par rapport aux autres, vu qu'ils ne respectent pas les conditions de travail. Je souligne un élément qui me paraît important ici, que cet argument peut être qualifié de fallacieux, pour une raison très simple, c'est qu'il y a pas mal de travaux qui ont montré cela, il y a une relation, si vous voulez,
une corrélation assez importante entre la productivité du travailleur ou du travail et le salaire. Donc si les salaires sont très élevés, le coût de travail est plus élevé dans les pays avancés, en même temps on a une compétitivité ou plutôt une productivité très élevée par rapport aux autres pays à bas salaire. Là où il y a le salaire est très bas, c'est aussi la productivité est faible. Cet argument-là des conditions de travail, du dumping social, n'est pas compris aussi parce qu'on a les pays en développement, aussi les entreprises, ou si vous voulez les nations, on va dire les moins développées, et ils ont des craintes aussi similaires. Ils disent que les entreprises étrangères sont très compétitives et que nos entreprises ne seront pas à même de les concurrencer. Donc on va perdre toute notre industrie, même si elle est déjà fragile par rapport à une industrie qui est bien construite, elle est bien faite, en tout cas avec un historique assez important, très doté en termes de technologie et de facteurs de production assez performants. Et là, les pays en développement, ils seront ce que j'ai appelé ici lorsque les pays mettent en place à tort, si vous voulez, des mesures de rétorsion sur les pays en développement comme la Chine, par exemple, souvent on a entendu parler de cela, ils subissent la double peine pour une raison très simple, et je crois l'image ici en dit long sur cette situation-là. Et les conditions de travail ne sont pas à la hauteur pour les salariés, mais aussi on rend l'accès au marché étranger de plus en plus difficile. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur les arguments en faveur des politiques commerciales. On passe au quatrième point qui sont les effets de la politique commerciale en concurrence parfaite, et puis dernier point, les effets de la politique commerciale, ou plutôt la politique commerciale stratégique qui sera le cinquième point. Et ici, on va essayer de voir, c'est un petit peu les effets du tarif douanier, ou des quotas, ou même des mesures non tarifaires sur le bien-être, sur l'économie de manière générale. Il n'y a pas d'outils pour faire cela. On va se limiter à l'équilibre partiel. Donc les effets d'abord d'un tarif douanier, d'abord pour un petit pays et puis pour un grand pays. On a vu tout à l'heure qu'il y a une différence en termes de politique commerciale, qu'il s'agit d'un petit pays ou plutôt ouvert ou d'un grand pays. L'idée qu'il peut impacter le prix mondial. Tout d'abord pour un petit pays, et il y a 2 ou 3 hypothèses fondamentales ici. On est dans l'équilibre partiel, on s'intéresse à un marché particulier. Donc le bien importé est un substitut parfait. Donc il y a forcément, lorsque le prix bouge dans un sens ou dans un autre, il y a une forme de substitution qui peut s'établir. Et puis il y a le libre-échange au départ, et il n'y a pas de coût de transport. Le prix domestique égale le prix mondial lorsqu'il y a le libre-échange. Donc on prend, ici vous voyez, il y a l'idée de l'offre et de la demande, croix de Marshall. Et puis le prix mondial, justement, il se situe en dessous du prix d'équilibre, très loin même, et on se retrouve avec une offre nationale très faible parce que le prix n'est pas très intéressant, mais la demande est très élevée, donc la demande des consommateurs est très élevée sur le marché local. Ça nous donne le A, B, c'est les importations. Avec le prix mondial. Donc les importations peuvent être très importantes vu que le prix à l'échelle mondiale est très faible par rapport au prix qui pourrait se situer à l'équilibre, qui est très élevé dans ce cas. Donc l'État serait amené à mettre en place un droit de douane. Ce droit de douane va ramener un petit peu le prix au niveau local à un prix PM, qui est le PM fois 1 plus T. Donc le T, c'est le droit de douane qu'on va appliquer, ou plutôt qui égale le prix mondial fois 1 plus T. Et donc ce qui limite en quelque sorte les importations. Les importations passent de A, B, donc ce volume-là, à CE. Donc ça limite considérablement. Cet impact-là, ou plutôt la mise en place du droit de douane ici, peut avoir un impact sur la répartition, si vous voulez, des surplus, ou la variation de surplus des consommateurs et des producteurs. Donc on utilise ici, comme vous l'avez entendu, la notion de surplus que vous avez vu en première année en microéconomie, une idée très simple. Et donc là, on a en termes de variation de surplus, vous avez le surplus du consommateur qui baisse,
C'est pour ça qu'en libre-échange, qu'on passe d'un libre-échange, et lorsque l'État intervient dans ce cadre, bien sûr, avec ces hypothèses, on a une baisse de bien-être du consommateur, de l'ordre de ce que vous voyez comme des petites surfaces S, R, Q et T. Donc c'est la perte totale. Vous avez la surface R récupérée par l'État, parce que ça correspond au montant des recettes fiscales à travers les importations. Et vous avez T, si vous voulez, c'est la partie perdue par les consommateurs, mais récupérée par les entreprises locales, au niveau local. Ces entreprises-là commencent à produire plus parce qu'on a un prix qui est plus intéressant au niveau local. Et puis, d'une manière globale, ici, dans ce modèle d'équilibre partiel, vous avez une perte sèche de l'ordre S plus Q. Donc forcément, quel que soit le droit de douane qu'on va mettre en place, on se retrouve à l'échelle globale ici en termes de surplus avec une perte sèche. Il y a un mécanisme qui pourrait, si vous voulez, diminuer cette perte sèche, voire même l'éradiquer, c'est en même temps de mettre une subvention aux entreprises. Vous aurez une subvention, c'est-à-dire que le coût marginal des entreprises baisse. Vous avez un déplacement de l'offre à droite qui peut toucher un autre niveau au niveau de la droite de demande, un prix plus faible. Et puis les consommateurs peuvent récupérer, si vous voulez, ce qui était perdu à travers un droit de douane. Le cas d'un grand pays, la seule différence en quelque sorte ici, c'est que le pays, à travers un droit de douane qui passe, la mise en place d'un droit de douane, ça limite les importations, mais en même temps, ça a un impact sur le prix mondial. Donc vous avez le prix mondial qui baisse à cause de la baisse de la demande de ce pays-là. Pour donner un exemple très simple aujourd'hui, lorsque la Chine, dans les circonstances actuelles, a réduit considérablement, par force majeure, la production dans tout ce qui est, on va dire, manufacture, vous avez un ralentissement considérable, vous avez une baisse de la demande des produits, des matières premières, et parmi eux, c'est par matières premières, vous avez le pétrole. On avait vu ce qui s'est passé tout de suite après, vous avez une baisse, une chute brutale du cours du pétrole. Il a perdu plus d'un tiers de son prix et les choses continuent encore. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité par rapport à cela. Donc le pays, un gros consommateur, si vous voulez, demandeur de pétrole, lorsqu'il arrête, si vous voulez, ou limite son importation, ben, le prix au niveau mondial pourrait chuter. Et cela, ça génère quelque chose qui est assez intéressant ici, c'est qu'au niveau des recettes fiscales, ce que j'ai marqué ici par R', donc ça se rajoute par rapport aux recettes à travers un droit de douane qu'on a mis en place. C'est la différence par rapport à un petit pays. Donc vous avez des recettes qui peuvent être beaucoup plus importantes. Et là, l'impact, il est nuancé. Donc on ne peut pas dire que c'est exactement, malgré que c'est un grand pays, la mise en place d'un droit de douane, l'impact sera négatif sur le plan global. Là, il y a des pertes, j'allais dire, de bien-être du consommateur. Vous avez des gains au niveau des producteurs, mais vous avez aussi des recettes fiscales qui peuvent être très intéressantes. Donc tout dépendra, si vous voulez, de l'ampleur des recettes fiscales générées par le droit de douane et en même temps son impact sur le prix mondial et comment l'État, si vous voulez, le gouvernement va utiliser ces recettes peut-être pour dédommager en quelque sorte les consommateurs en termes de perte de bien-être. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les effets des tarifs douaniers. On pourrait continuer sur un tas de mécanismes de la politique commerciale. Tout ce qui concerne les barrières non tarifaires ou les mesures non tarifaires, l'impact ne pourrait passer qu'à travers un équivalent tarifaire. Donc il faut trouver un équivalent tarifaire de la mesure non tarifaire pour pouvoir faire le même travail. Pour l'instant, à travers cet outil très simple qui est l'équilibre partiel. Sinon, on peut passer par des modèles d'équilibre général. Donc on peut voir des côtés du consommateur et des côtés du producteur pour deux branches, voire même plus. Et là, il y a moyen d'intégrer les mesures non tarifaires, mais toujours, il faut trouver un moyen de l'évaluer. Et sinon, à travers les modèles de gravité aussi. Dernier point, et je m'arrêterai là, c'est l'impact des quotas. L'impact des quotas, c'est un petit peu
de même style, en quelque sorte, on pourrait continuer à importer jusqu'à un niveau que l'État fixe, et puis on s'arrête. Donc l'offre, il devient verticale. Et vous avez ici des pertes sèches aussi, de l'ordre de B. Si vous avez fait le modèle de monopole, c'est en quelque sorte de la même sorte. Ça donne des rentes des importateurs de l'équivalent de A, mais qui est récupéré par les importateurs, mais qui est perdu par les consommateurs. Mais vous avez B, qui n'est récupéré ni par les producteurs, ni par les consommateurs. C'est une perte sèche. C'est à comparer entre le droit de douane et le quota. Je dirais plutôt le droit de douane, parce que le quota, ça limite considérablement, directement net, d'une manière nette, le nombre, si vous voulez, ou plutôt le volume de produits qui peuvent être disponibles et qui peut avoir un impact considérable sur le bien-être global. Voilà, je vous remercie. On va s'arrêter là. On reprendra pour une nouvelle séance sur la politique commerciale stratégique. Et puis, ce qui suit, c'est au niveau de quelques indicateurs des commerces et peut-être la deuxième partie si on aura le temps. Merci à vous et à la prochaine.